Bonjour, dernière séance pour nous, du moins pour cette année. En essayant d'être optimiste, on le verra. La synthèse récente de 485 études sur la flore et la faune montre que le pourcentage des espèces qui disparaissent est en relation avec l'augmentation des températures. C'est une sensibilité qu'il est au dixième de degré. 1,5% des espèces disparaîtraient avec 1,5 degré d'élévation de température, 5% à 2,7 degrés, mais 15% à 5,4 degrés. 15%, c'est 3 espèces sur 20. En outre, la rapidité de l'événement ne permet pas de s'adapter ou de se déplacer, ce qui n'arrange rien. Si on estime la diversité des insectes à 1,5 million, on peut donc s'attendre, si on est capable de maintenir le réchauffement à 1,5 degré, à en voir décliner puis disparaître sans espoir de retour 150 000 espèces. Sans compter celles qui seront par ailleurs décimées par les pesticides, les destructions d'habitats, la mauvaise gestion des populations, la connaissance trop imparfaite de leur mode de vie, la raréfaction des espèces végétales ou la compétition avec des espèces invasives. Que d'inventions, d'innovations, d'adaptations originales qui seront perdues. Prenons l'exemple des abeilles. Elles sont associées aux plantes supérieures pour le transport du pollen et sont responsables de la production de graines chez 75% des végétaux terrestres. On en connaît environ 20 000 dans le monde, en France 949, dont une cinquantaine sont sociales. Les bourdons, par exemple, sont en très fort recul, ainsi que les abeilles solitaires à langue longue, qui visitaient autrefois les légumineuses utilisées dans les assolements. L'abeille mellifère est étudiée de près par des générations de chercheurs au niveau mondial et depuis très longtemps, avec un nombre de publications scientifiques impressionnant. On croit tout savoir. En tout cas, on sait qu'il y a 3 castes, celle des femelles reproductrices, la reine, des femelles stériles, les ouvrières, et des mâles qui assurent, lors des vols nuptiaux, la fécondation des jeunes reines. C'est une société pérenne, puisque lorsque la reine disparaît ou s'en va avec un essaim, de nouvelles futures reines sont formées. Elles produisent elles-mêmes le matériau de la ruche, la cire. Leur vision est très élaborée à partir des yeux composés qui voient jusque dans l'ultraviolet. Son cerveau, pourtant minuscule, lui permet de mémoriser la position du soleil, la couleur des fleurs, le paysage, calculer des distances. Elle a même la mémoire des chiffres. Et si on le voulait, on pourrait même lui apprendre à reconnaître le visage de son apiculteur, ce qui évidemment ne servirait à rien. On connaît sa capacité à transférer des informations, le langage des abeilles, entre les ouvrières par la danse, assurant à la ruche une exploitation optimale des ressources florales locales. Une ouvrière possède des capteurs sur l'ensemble du corps, sur les antennes en particulier, qui la renseignent sur sa vitesse de vol, le sens du vent, l'odeur des fleurs, la richesse en sucre du nectar. On sait pratiquement tout sur la régulation de la colonie grâce à des molécules jouant le rôle de contrôle sur les individus. Et pourtant, il reste beaucoup à faire pour comprendre comment elle pourrait poursuivre son activité essentielle dans le cadre de l'agriculture future. Cette abeille dite domestique possède plusieurs sous-espèces en Europe et en Afrique. Une expérience consistait à comparer la survie sans intervention humaine de ruchers laissés alors en libre activité. Plusieurs centaines de colonies ont servi à ce test. Les abeilles locales, c'est-à-dire adaptées à leur environnement, climat, floraison, étaient comparées à celles venant d'autres régions appartenant à d'autres sous-espèces. Résultat, les abeilles locales résistent bien un peu plus longtemps que les autres, ce qui paraît logique, mais aucune colonie ne dépasse 3 années de survie. Une étude complémentaire compare pendant 2 ans, cette fois, des colonies isolées, écartées de plusieurs kilomètres, à des ruchers plus denses, comme on les voit chez les apiculteurs classiques. Seules ont survécu sans l'aide humaine les ruches isolées, car les transmissions de parasites étaient alors réduites. Une autre étude a suivi à 30 ans d'écart des colonies sauvages installées en forêt dans les cavités naturelles et leur résistance face à l'arrivée, dans les années 80, de Varroa destructor, un acarien parasite. Sans aide humaine, ces colonies sauvages ont acquis une meilleure maîtrise du parasite, une typique évolution darwinienne, ce qui se traduit par une baisse de la diversité génétique. Ça a un coût, mais tout ne sera donc pas perdu.